Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une transformation assez incroyable. Comment le Japon féodal, si isolé, est devenu une puissance mondiale en quoi? Quelques décennies? C'est l'ère Meiji, 1868-1912. Oui, bonjour. Et pour explorer ça, on s'appuie sur des analyses historiques, des travaux académiques qui décortiquent vraiment cette modernisation express. Notre objectif, c'est de saisir les mécanismes clés, les changements politiques, sociaux, tout ça. Exactement. Comprendre comment le Japon a non seulement rattrapé son retard, mais aussi forgé une identité nationale très spécifique pendant cette période. Alors, pour commencer, il faut revenir à la chute du shogunat Tokugawa en 1868, un régime qui était là depuis plus de 250 ans. Qu'est-ce qui craque? C'est un mélange en fait. Il y a une crise interne, le système féodal qui s'essouffle, le bakufu, et puis surtout la pression extérieure, l'arrivée des Américains de Perry en 1853. Ah oui, les fameux navires noirs. C'est ça, l'ouverture forcée, les traités inégaux, c'est vécu comme une humiliation terrible, ça secoue vraiment le pays. Et ça nourrit ce slogan « Vénérer l'empereur, expulser les barbares », c'est ça qui prend. Tout à fait. Le shogun apparaît faible face aux étrangers, du coup, ceux qui veulent redonner du pouvoir à l'empereur, qui était une figure plus symbolique, ils marquent des points. Des clans puissants qui étaient un peu en opposition au Tokugawa, j'imagine. Exactement. Ils mènent la fronde, et ça aboutit au renversement du shogun et à la restauration de l'empereur Mutsuhito, le futur Meiji. Le terme restauration, Ishin, il n'est pas anodin d'ailleurs. Non, pas du tout. Il y a une volonté de légitimer le nouveau pouvoir, comme un retour à un ordre ancien. Bon, après une courte guerre civile, la page Tokugawa est tournée. Et là, c'est le début des grandes réformes. Sur le plan politique d'abord, la priorité c'est quoi? Centralisée. Oui, absolument. Fini les domaines féodaux, les haines. On crée des préfectures dirigées depuis Tokyo. C'est un changement radical. Et puis vient la constitution de 1889, inspirée de l'Europe, de l'Allemagne surtout. Oui, avec un parlement, la diète, mais attention, le vrai pouvoir, il reste concentré. Entre les mains de qui? Surtout des généraux, les architectes de cette restauration. Une sorte d'oligarchie qui tire les ficelles derrière la façade parlementaire. D'accord. Et socialement, c'est aussi la révolution? On parle d'abolir les classes sociales? Un énorme bouleversement. La charte du serment de 1868 l'annonçait déjà. Abolir les mauvaises coutumes. Donc on supprime les anciennes divisions, samouraïs, paysans, artisans, marchands. Tout le monde égal devant la loi. Enfin, en principe. En principe, oui. Et puis, un autre pilier majeur, l'éducation. Obligatoire pour tous sur un modèle occidental et on impose une langue nationale standard, le kokugo. Ça, c'est clé pour unifier. Mais cette modernisation à marche forcée, ça coûte cher, non? Comment ils financent ça? L'État est très interventionniste, il lance les grands travaux, chemin de fer, télégraphe, il aide à créer des usines modernes. Avec l'aide des aibatsu, ces grands groupes familiaux? Tout à fait. L'État impulse et souvent les aibatsu prennent le relais ou se développent en parallèle. Et puis il y a une réforme fiscale importante, basée sur la terre, qui assure des revenus. On importe aussi beaucoup de technologies, de conseillers étrangers. Et l'armée dans tout ça? J'imagine que c'est une priorité absolue. C'est crucial. Pour renégocier les traités inégaux, il faut être fort. Donc conscription universelle, modernisation à fond. Sur quel modèle? L'armée de terre s'inspire beaucoup de la Prusse. La marinelle regarde plutôt vers la Grande-Bretagne. L'objectif est clair, devenir une puissance militaire qu'on respecte. Culturellement, est-ce qu'on copie juste l'Occident? On adopte le calendrier grégorien, les vêtements occidentaux? Il y a de ça, oui, c'est visible, mais la volonté affichée, c'est plutôt une synthèse. Le slogan, c'est « Esprit japonais, savoir occidental ». Wakon Yosai. Intéressant, on modernise, mais on veut garder une identité propre. C'est l'idée. Éviter l'aliénation culturelle totale. C'est un équilibre assez subtil à trouver. Et pour souder tout ça, pour créer une vraie nation unifiée, comment s'y prennent-ils? L'empereur devient la clé de voûte. On construit activement son image. Il est présenté comme quasi divin, descendant de la déesse Amaterasu. Le garant de l'unité, de la continuité? Exactement. Son statut est affirmé très fort dans la Constitution. Il incarne la nation. Et l'idée de restauration elle-même, ça aide à construire ce récit? Bien sûr, ça légitime le nouveau régime en le présentant comme un retour aux sources du pouvoir impérial, avant les shoguns. C'est un mythe des origines très efficace. Il y a aussi le rescrit impérial sur l'éducation en 1890. C'est important ça. Fondamental. Ce texte lie directement la morale, la loyauté à l'empereur, la piété filiale, des valeurs néo-confucéens,
à l'identité nationale et à cette lignée impériale divine. On le lisait partout. Et on voit apparaître des symboles nationaux forts, j'imagine. Oui, l'hymne Kimigayo, les portraits de l'empereur et de l'impératrice dans les écoles, les bâtiments officiels, et puis le Shinto, la religion traditionnelle, est réorganisée, politisée. Le Kokashinto, le Shinto d'État. C'est ça, les sanctuaires comme Ise ou Yasukuni deviennent des lieux de culte de la nation de l'empereur. Ça cimente l'identité collective. Et la presse, elle naît à cette époque, non? Quel est son rôle? Elle explose, oui. Elle passe des anciennes feuilles d'information populaires, les Kawaraban, à une presse moderne qui diffuse les idées nouvelles, le nationalisme, mais aussi les débats politiques. C'est un moteur et un symbole de cette modernité. Alors, si on fait le bilan de cette ère Meiji, c'est une réussite, hein? Sur beaucoup de plans, c'est spectaculaire. Le Japon évite la colonisation, il s'industrialise à une vitesse folle, il devient une puissance régionale, puis mondiale. Les victoires contre la Chine en 1895, la Russie en 1905, ça marque les esprits? Énormément. Le Japon a réussi à créer sa propre voie vers la modernité. Une synthèse assez unique, un modèle pour d'autres pays d'Asie d'ailleurs. Mais il y a des contreparties, j'imagine. Un coût social. Oui, bien sûr. Ces réformes très rapides ont été dures pour une partie de la population. Et surtout, ça s'accompagne d'une montée très forte du nationalisme. Un nationalisme qui va avoir des conséquences plus tard. Tout à fait. Les bases de l'expansionnisme japonais du XXe siècle se trouvent en partie là, dans cette construction nationale très intense de l'ère Meiji. Donc, pour résumer, Meiji, c'est une refondation menée tambour battant par une élite. Modernisation technique à toute vapeur, centralisation politique et surtout création d'une identité nationale très forte, soudée autour de l'empereur. C'est une excellente synthèse. Et peut-être une dernière réflexion. Cette construction identitaire, cette quasi-mythification de l'empereur, a été incroyablement efficace pour mobiliser le pays pendant Meiji. Mais on peut se demander comment ce mythe fondateur, conçu pour unir, a pu aussi, peut-être involontairement, nourrir les ambitions futures, parfois tragiques, du Japon. La puissance d'un mythe, ça a des répercussions complexes.